À 10 km de Fort-de-France, nous sommes à l'aéroport Aimé Césaire sur l'île de la Martinique. Un seul aéroport, un seul terminal, une seule piste, mais un flot de voyageurs. En moyenne, 1800 passagers transitent ici toutes les heures. L'aéroport de Martinique est le port d'entrée pour les touristes de métropole, mais c'est également un passage obligé pour les trafiquants qui veulent inonder le marché européen. Jeff O'Mary est le chef divisionnaire de la douane en Martinique. Il connaît parfaitement les routes de la drogue sur le territoire. Il y a une zone de production en Amérique latine, forcément il y a une pression, je dirais, des cartels pour pouvoir exporter leurs produits, donc à destination des marchés de consommation, notamment en Europe occidentale. Il y a un grand nombre de passagers qui prennent le vecteur aérien, donc effectivement ça peut être un moyen intéressant pour les réseaux de fraude d'utiliser effectivement des passagers pour convoyer leurs marchandises. Chaque soir, l'équipe de Jeff O'Mary guette l'arrivée des vols réputés sensibles. Orly Fort-de-France, mais aussi Cayenne et Pointe-à-Pitre. Physionomiste, l'équipe est capable de détecter tout comportement anormal. Vos bagages sont... C'est ça? Quelques minutes avant le décollage du vol Fort-de-France-Paris, les douaniers interceptent 2 passagers qui leur paraissent suspects. Ils les débarquent in extremis. Comment sont repérés ces passagers et ces bagages en apparence louches? Nous avons posé la question à Max Ballarin, patron du renseignement douanier en France. La sélection des passagers par le douanier qui contrôle, c'est toujours un sujet qui fait fantasmer les gens parce que quels sont les critères, comment est-ce qu'on contrôle? Si je vous dis qu'on va contrôler quelqu'un parce qu'il est nerveux, parce qu'il transpire, bon, c'est pas un critère pertinent. Par contre, si on a quelqu'un de nerveux, plus quelqu'un qui ne suit pas l'itinéraire normal, plus quelqu'un qui a un bagage qui semble ne pas correspondre au sien, bon, voilà, tout ça mis bout à bout fait que... Les douaniers ont fait rapatrier les bagages du principal suspect. Ok, donc ce sont vos bagages, vos vêtements. Et à peine le sac ouvert... Qu'est-ce que c'est ça, monsieur? Pardon? Qu'est-ce que c'est ça? Vous ne savez pas. C'est à vous. Le trafiquant n'a même pas pris la peine de dissimuler ce pain de drogue dans sa valise. Voici de vous, monsieur. Attendez, monsieur. Monsieur, Levez-vous, monsieur. regardez ce qu'on fait, monsieur. Levez-vous, quoi, c'est tout. Mais qu'est-ce que c'est? Le trafiquant est résigné. Il a simplement enveloppé la drogue dans du papier carbone. Une technique censée rendre le produit indétectable au rayon X. Mais c'est aussi une méthode de base très risquée pour le passeur et qui a peu de chances de tromper les douaniers. Dans les trafiquants, c'est un peu comme dans la population, on a des gens plus ou moins astucieux. Certains ont des caches extrêmement élaborés. On a même trouvé une fois l'intérieur d'une valise qui était fait en cocaïne. Puis parfois, les trafiquants mettent simplement les pains de stupéfiants et on les repère assez facilement au rayon X. On a finalement le coup de poker, je tente ma chance, si je dois être pris, je suis pris. Voilà. Monsieur, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Tu vas prendre un test, s'il te plaît. Les douaniers veulent maintenant vérifier quel type de drogue est emballé dans la valise. Vous savez ce que ça signifie, la couleur? Vous avez de la cocaïne. Des passeurs comme cet homme, les cartels d'Amérique du Sud en utilisent des milliers chaque mois. Ce sont des mules, des gens ordinaires, acculés par la misère, qui acceptent ce voyage de tous les dangers, parfois pour 2000 € à peine. Vous savez que vous transportez de la cocaïne? Pardon? Non? Comment vous êtes rentré en possession de cette marchandise dans vos bagages? Vous savez pas? La mule tente un dernier coup de bluff. La valise aurait échappé à son attention et ce pain de cocaïne placé là à son insu. Mais la douanière n'est pas Et dupe. donc, c'est vous qui les aviez mis. Et vous êtes en infraction au transport irrégulier de marchandises prohibées et vous êtes mis en retenue douanière à partir de maintenant. On va continuer la fouille du bagage. Hein. Et là, surprise, Encore un autre paquet. les trouvailles s'enchaînent. Encore un autre paquet. 5 pains de cocaïne sont découverts dans le bagage. Les douaniers procèdent maintenant à la pesée de la marchandise. Donc 1160, 1145. Au total, presque 6 kilos de cocaïne destinée au marché métropolitain. Et écoutez quelle serait sa valeur à la revente. 5733 grammes. Ça vous fait à peu près 232 000 €. Un peu plus de 232 000 €.
232 000 € pour un produit brut qui vaut 10 000 € à peine à sa sortie de Colombie. En effet, en métropole, le gramme de cocaïne vaut 60 €. Pour la mule, ce seront 3 années de prison et 150 000 € d'amende. À 35 ans, ce Martiniquais vivait chez sa mère et croulait sous les dettes. Il n'a pas résisté à la proposition des trafiquants. Le piège s'est refermé sur lui. Derrière l'image paradisiaque des Caraïbes, avec ses plages de sable blanc et ses eaux turquoises, il y a une réalité beaucoup plus sombre. Celle du trafic de drogue et de la criminalité. Sur la mer des Caraïbes, l'île de la Martinique est le terrain idéal pour les cartels d'Amérique du Sud. Elle sert de tremplin pour saturer le marché européen de la cocaïne, la fameuse poudre blanche. À moins de 2000 km se trouve la Colombie. Elle assure 54% de la production de la cocaïne dans le monde. Son voisin, le Venezuela, convoie la drogue vers les îles Caraïbes grâce à des armées de go fast. Ces bateaux surpuissants quittent les côtes sud-américaines chargés à ras-bord, direction la Martinique. En première ligne dans la lutte contre le narcotrafic, la France. Chaque jour, les forces de police et services de douane mènent une guerre acharnée contre les trafiquants de drogue. Ici se livre chaque jour une bataille navale sans merci. Frédéric Ménard connaît parfaitement les circuits de la drogue. Aux Antilles, c'est lui qui dirige l'OCERTIS, l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants. Martinique Tour de Fox. Bonjour, je demande l'autorisation de mise en route. Il y a 8 ans, l'OCERTIS a ouvert ici une nouvelle cellule. Et ce n'est certainement pas un hasard. La Martinique, de façon générale, reçoit les produits stupéfiants, donc cocaïne et herbe de cannabis, en provenance de Sainte-Lucie, donc au sud de la Martinique, et pour une petite partie également de la Dominique, au nord de la Martinique. Là, on est dans le secteur sud de l'île, entre le Diamant et Sainte-Luce, et donc on a des débarquements sur toutes ces portions-là de l'île, avec des interpellations, je dirais, régulières. Vous voyez qu'effectivement, c'est compliqué de travailler là. Vous voyez, il y a effectivement de la mangrove, il y a des petits bouts de plage. C'est des zones parfaites pour arriver et décharger la marchandise. La Martinique constitue donc une plateforme idéale. À peine arrivée, la cocaïne repart instantanément et 80% atterrit en métropole. Là, la revente de cocaïne génère de petites fortunes. Le prix de la cocaïne en Martinique se situe entre 6 000 et 7 500 € le kilo. La bascule est assez importante en métropole, puisqu'un kilo de cocaïne encore emballé, on va dire, ça peut représenter 35 000 €. 35 000 € le kilo, un prix justifié par la pureté du produit. Une seule dose peut être coupée 5 à 6 fois avant d'être vendue en métropole. Des centaines d'îlets à la végétation touffue, un vaste territoire aquatique difficile à maîtriser. Voilà pourquoi les mafias sud-américaines ont choisi la Martinique comme rampe de lancement de la drogue en Europe. Nous sommes avec la brigade des gardes-côtes de Fort-de-France. Jour et nuit, les équipes de douaniers se relaient pour contrôler les embarcations suspectes. Bonjour. Le secteur à couvrir est immense, plus de 2500 km de zone maritime. Aujourd'hui, l'équipe du commandant Noël est sur le qui-vive. Un bateau a été repéré au large de l'île de Sainte-Lucie, principale tête de pont pour le trafic de stupéfiants entre le Venezuela et la Martinique. A priori, ce sera un yacht qui pourrait être chargé. Donc, bien sûr, quand on dit chargé, c'est de la cocaïne. Sa nationalité, pour l'instant, ils ne savent pas. Allemand, hollandais, longueur, ils ne savent pas non plus. Ils savent juste que c'est un bateau à moteur. Donc, l'avion décolle, là. Il nous positionne l'objectif. Nous, pendant ce temps-là, on va descendre sud Martinique pour être le plus près possible de la zone d'intervention. Et dès qu'on a l'objectif et la position, on va dessus, quoi. Bon, on est parti. La traque commence sur la mer, comme dans les airs. La douane dispose de pilotes spécialisés, capables de repérer des cibles en un minimum de temps. On cherche finalement une aiguille dans une botte de foin, un petit bateau sur une étendue énorme, et le seul moyen, c'est l'avion. Il n'y a pas d'autre région en France qui soit à ce niveau de complexité avec autant de points d'accostage.
Par la mer, les possibles voies de fuite pour les trafiquants sont si nombreuses qu'une coopération internationale est indispensable. Yankee, mettez en route pour la piste 10 à 12h20. Aujourd'hui, l'information vient des services douaniers anglais. Ce sont des va-et-vient suspects au port de Sainte-Lucie qui ont éveillé les soupçons. Et au bout de quelques heures, l'embarcation apparaît sur des radars au large de la Guadeloupe. Top. Bon, le nom à l'arrière doit être à peu près lisible, c'est un Américain. Nous avons réussi quand même à identifier un voilier qui semble intéressant. On a envoyé sa position à notre centre opérationnel avec sa route et sa vitesse et ensuite on attend les consignes pour savoir ce qu'on va faire précisément. Pour tromper les douaniers, les trafiquants de drogue utilisent souvent des bateaux de plaisance, apparemment anodins, pour dissimuler de la drogue. Ce sont des bateaux de petite taille qui vont être difficiles à suivre. Ils ne sont pas équipés de systèmes de localisation comme les bateaux de commerce. Et puis il y a eu un tel essor de la plaisance dans le monde qu'on a une démultiplication de ces bateaux et donc c'est particulièrement compliqué. À bord de la Vedette, Bien reçu, ouais. les coordonnées exactes de la position du bateau viennent d'être transmises. Pour le commandant Noël, la présence d'un voilier est le signe que les trafiquants ont élaboré une nouvelle route du crime. Ils font des ruptures pour qu'on n'ait pas le même bateau qui parte d'Amérique du Sud jusqu'à la France. Donc ils changent de bateau et après ils partent sur l'Europe directement. Donc direction l'Espagne et le sud de la France, voire même la Hollande directement. Constamment, les narcotrafiquants trouvent de nouvelles techniques pour échapper aux douaniers. C'est comme une entreprise, ils ont un budget recherche et développement, on peut dire, et en fait, ils progressent. Ils s'adaptent en fait. Plus on fait de saisies, plus ils vont rechercher un moyen qui peut leur permettre de passer inaperçu ou de passer entre les mailles du filet. C'est le jeu, il faut s'adapter en permanence. Les trafiquants sont très inventifs, très réactifs, et ça oblige les services de l'État à l'être également. Les gardes-côtes se lancent à la poursuite du voilier. Ils ont 5 heures de route devant eux. Et déjà, le jour tombe. De nuit, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que le retrouver de nuit, c'est pas facile. Donc si on n'a pas un repositionnement de l'avion, la nuit va être très longue. La nuit va être très longue. Tout à coup, l'équipage reçoit une alerte. 15 degrés 55. On a reçu une nouvelle position sur le bateau. Donc on est en train d'appliquer ça au niveau de la nouvelle route. Étrangement, le voilier vient de modifier sa trajectoire. Il fonce vers les côtes guadeloupéennes. Dans 3 heures, il sera trop tard. Le voilier aura rejoint la terre ferme. Il faut l'essayer de l'avoir avant qu'il ait livré sa cargaison et avant qu'il ait quitté les eaux françaises. Donc l'idéal pour nous, c'est de le prendre maintenant dans les eaux guadeloupéennes, quoi. Il se peut que le bateau ne soit pas encore chargé, c'est-à-dire que là, il est peut-être en train de se rendre sur un lieu de rendez-vous pour charger la drogue, on ne sait pas. À l'approche de la cible, les gardes-côtes s'équipent. Gilets pare-balles et fusils mitrailleurs. On ne sait jamais à qui on a affaire le soir. C'est les contrôles de nuit, on ne prend pas de risque. Dernier briefing avant l'assaut. Vous mettez sur le côté ou à l'arrière. Et après, nous, on va les trois dessus, on va l'éclairer. Et après, vous passez par le côté et vous... Oui, il faut l'écraser. Hein. Ouais. L'écraser, c'est en fait éclairer le bateau avec une lumière suffisamment puissante pour empêcher les occupants de voir le Zodiac s'avancer vers eux. Le but est de les prendre par surprise. Bonsoir, bonne française. T'as combien à bord? Pas bouger. Oui, c'est capitaine. Qui est le capitaine? Est-ce que vous avez la licence du bateau? Non. Pourquoi? Ce n'est pas mon bateau. Ce n'est pas votre bateau? Le propriétaire du voilier est absent. Un des douaniers relève donc l'identité des passagers. Mike, Oscar, November. Nationalité saint-lifienne. L'une des jeunes filles est connue des services de police pour prostitution. Les gardes-côtes procèdent à la fouille du bateau. Il y a beaucoup de cash dans ce bateau. Les caches naturelles, du fait du moulage du bateau.
tout regarder. Il faut tout visualiser, hein. On ne laisse rien passer. Il y a deux collègues à l'intérieur là, qui finissent. Pour l'instant, on a fait un gouvernement du bateau. On a fait les parties visibles. Parce qu'on a presque tout fait. Après 1 heure de fouille, les douaniers n'ont toujours rien trouvé. Ouais, pour l'instant, RAS, on a fouillé sur les parties. Mais le commandant de l'opération a encore des doutes. Donc je pense qu'on va être obligé de dérouler. Pour moi, aucun problème. On va leur annoncer la bonne nouvelle. La bonne, ou plutôt la mauvaise nouvelle pour les passagers, c'est que le voilier va devoir rejoindre Pointe-à-Pitre. Le commandant Noël vient d'apprendre que le capitaine du bateau a déjà convoyé de la cocaïne il y a 3 ans sur un voilier semblable à celui-ci. Alors les douaniers vont pousser la fouille encore un peu plus loin. Le principe, c'est si on contrôle, on le fait à fond. À partir du moment où on a des suspicions importantes, on prendra le temps qu'il faut. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des grosses affaires. On va contrôler le dessous de la coque du voilier, parce que c'est possible qu'ils aient collé quelque chose en dessous. Donc pour être sûr que ça ne nous passe pas sous le nez sans qu'on voit, on va aller contrôler qu'il n'y a rien de collé sous la coque. Le commandant connaît toutes les caches préférées des trafiquants. En général, il dissimule la drogue dans des caissons étanches, puis les attache sous la coque du bateau. C'est ce qu'on appelle dans le jargon une torpille. Alors, ça donne quoi là? C'est une coque normale, il n'y a rien de spécial accroché après. Dommage. C'est la déception pour le commandant Noël. Au petit jour, le bateau est libre de repartir, mais les douaniers le surveilleront de près. Le succès n'est pas toujours au rendez-vous, c'est qu'on n'a pas contrôlé au bon moment. Les bateaux qui sont utilisés pour le trafic voyagent aussi à vide. Le bateau peut être loué à des touristes ou à des personnes pour avoir l'apparence d'une exploitation normale. Et puis, à un moment donné, il va être chargé. C'est à ce moment-là qu'il faut le contrôler. Pour être sûr de les coincer au bon moment, les douaniers français harcèlent sans relâche les trafiquants de drogue. Les gardes-côtes effectuent plus de 500 contrôles par an sur le seul secteur de la Caraïbe. Quelque part, on les dérange. Et c'est le but, quoi. De fermer la porte au trafic de drogue qui va vers l'Europe et vers la France. Parfois, harceler les trafiquants ne suffit pas. Il faut leur déclarer la guerre. Voici le Ventose, frégate de combat de la Marine nationale. À bord, une centaine d'hommes, et parmi eux, 20 commandos marines des forces spéciales françaises. L'opération se déroule au large de la Martinique. Ce matin, le commandant Matisse suspecte un cargo de convoyer de la drogue vers l'Espagne. C'est lui que le commandant désigne comme le client. Ce client est un gros bâtiment de commerce qui fait 130 mètres de long et qui pèse 10 000 tonnes, donc c'est vraiment un gros client. Il est suspecté de faire du trafic de cocaïne depuis maintenant 3-4 ans. Son équipage, ou en tout cas son état-major, est suffisamment astucieux pour ne s'être jamais fait pincer. La source de mes renseignements est d'origine américaine. Il est suspecté depuis 3-4 ans et jamais il n'a pu être mis en défaut. Selon le commandant Matisse, un bateau de pêcheurs est censé livrer aujourd'hui la cocaïne au cargo. Ce sont les commandos marines qui vont s'approcher de la cible. Avec leurs Zodiacs, ils sont indétectables. Donc je vous donne ma position, on est en 17,56 nord, 50,34 ouest. Et on a visuel sur un bateau dans notre 260. Le cargo est bien en vue, mais pas de livraison pour l'instant. La nuit tombe, les commandos rentrent à bord du Ventose. Soudain, sur la radio interne de la frégate, un drop annoncé. Le Ventose pense avoir repéré une livraison aérienne. On s'attendait à avoir un client qui charge, et il charge en effet. Donc maintenant on va aller essayer de l'intercepter tout de suite pour éviter qu'il ne planque sa cargaison. Tout feu éteint, le Ventose s'approche du cargo et vers 20h, le feu vert est donné. Il n'y a pas de ballots qui sont jetés à l'eau. Stop your ship. I repeat, stop your ship. Les commandos marines donnent l'assaut dans le noir.
Si leurs calculs sont exacts, l'équipage a très peu de temps pour cacher la drogue. Dans l'escalier, une affichette annonce « Non aux narcotiques ». Les commandos isolent les marins dans le réfectoire, à l'écart du capitaine du bateau. Le capitaine et le second. Pendant l'interrogatoire, les commandos fouillent les cales. Rien à signaler. Ah là, vous avez tout fouillé là? Ah là, oui, j'ai tout fouillé et on n'avait rien vu alors. Rien du tout alors. Rien. Une première nuit passe, l'équipage reste impassible. Mais le commandant Matisse a donné 3 jours à ses hommes pour trouver ce qu'ils cherchent. Ensuite, il faudra laisser le bateau repartir. Je sais qu'on a affaire à des gens extrêmement malins, extrêmement sûrs d'eux. Ils sont sûrs de leur impunité. Donc n'hésitez pas à être super inventif. À fond. Pour trouver la cache, le commandant décide d'envoyer des renforts sur le cargo. 4 mécaniciens formés par les douanes vont l'inspecter de fond en comble. Il y a 2 ou 3 endroits déjà sur l'arrière qui sont bizarres. Ils connaissent toutes les planques possibles. Allez, on est parti. Les mécaniciens examinent pièce par pièce tous les recoins du cargo. Il mesure 130 mètres de long. Faux plafond, cale, cuve. Une nouvelle journée s'achève sans résultat. Dernier jour de fouille, toute l'équipe est épuisée. Il ne reste plus que 2 endroits à inspecter. Les cuves de gasoil, une à l'arrière et une à l'avant. La première est difficile à ouvrir, c'est normal. En revanche, la seconde cède très facilement. Celui-là, il saute. Les boulons, en fait, on les enlève à la main quasiment. Parce que la soute, elle est pleine et c'est tout rouillé de partout. À côté, par contre, c'est indémontable. Top. Ah ouais, pas Fabrice, pousse-toi. Donc là, on voit le fond, Ouais, ça part par là, Ouais. au moins sur 6-7 mètres. Ouais. Ça revient derrière et il y a aussi un... Ouais, ça fait un L, ça va sur le... par là. Ouais, ça va. Avec quoi on va la vider? La nuit est tombée. Plus que quelques heures pour vider les cuves de leur mélange nauséabond de mazout et d'eau salée. Ça mord. Essayez de tourner plus vite tout à l'heure. Les mécaniciens descendent dans les entrailles du bateau. Les pieds dans le liquide, ils terminent le pompage à la main. En fait, là, je suis 12 mètres en dessous le pont. Et actuellement, on essaie d'enlever les 10 derniers centimètres de flotte qui est au fond de la cale. On devine une trappe qui a été une trappe faite maison. Et la trappe faite maison apparaît alors qu'elle ne figure pas sur les plans du bateau. 1, 2, 3. Ouh là là, la vache. Ça baigne dans l'eau en plus. Hein. Sous cette trappe, des dizaines de ballots alignés au fond. Victor de fouille. On est dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire, on est dans le ciel? C'est l'indicateur qu'on a pour désigner qu'on a touché le gros lot. Ça va, écoute. Ah, ça pue là, ouais. Ah, là, ça sent fort. C'est vachement dur. Il a sans doute fallu plusieurs jours aux trafiquants pour cacher tous ces ballots. Ça représente combien en argent à peu près ça? Je crois, j'en suis pas trop sûr, que 1 gramme c'est 50 €. Ouais. Donc si on part sur une base de 3 tonnes, là ça fait quasiment
1,8 milliard d'euros. 800 millions d'euros, ouais. C'est phénoménal. Ça veut dire en dessous de nous, là? Là, en dessous de nous, là, dans la merde dans laquelle on n'est pas lavé depuis 3 jours. Et là, en dessous, là, il y a 1,8 milliard d'euros. Waouh. Les faits sont là, et pourtant le capitaine du cargo nie toujours. C'est un sac. Il dit qu'il voit des sacs. Comment? Un sac plastique. Il voit des sacs plastiques. Et pourquoi il y aurait des sacs plastiques? Et pourquoi il y a un sac en plastique au fond? Je ne sais pas. Les ballots sont hissés sur le pont. Un échantillon va être analysé sur place. C'est énorme. Je débute l'ouverture du colis. Bon, alors il y a plein de petits pains à l'intérieur. Je continue. Le test est positif. Il s'agit de chlorhydrate de cocaïne ou de cocaïne base. Écoute. Oui, de Victor, le test est positif. Bien reçu. Bravo. Félicitations, super. Tout l'équipage est arrêté. Le capitaine risque 10 ans de détention. Plus tard, on connaîtra exactement le volume saisi, 4,3 tonnes de cocaïne pure. Aujourd'hui encore, cela reste la plus grosse prise de l'histoire de France. Seuls des spécialistes peuvent mener de front cette guerre contre le narcotrafic. C'est le cas de François Thierry, patron de l'Octrice, l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants. Nous, on est là pour attaquer le trafic international ou le trafic d'envergure qui est aux mains d'organisations criminelles qui mettent en péril et l'économie de l'État et la sécurité des citoyens, avec en plus des méthodes détestables. À force, la Martinique finit par souffrir de cette véritable invasion du narcotrafic. Depuis toujours ici, les drogues douces sont associées à la culture rasta. Pour certains jeunes Martiniquais, fumer un joint fait partie des mœurs. Il y a de la bœuf, il y a tout, il y a du shit, tout. La plupart des personnes ils fument de l'herbe, ils dealent tout et tout, de la cocaïne, tout et tout, mais la plupart fument de l'herbe. Mais une autre drogue, une drogue dure, provoque, elle, des ravages. Depuis les années 80, les cartels colombiens ont déversé sur l'île des tonnes de crack, une drogue fumable obtenue à partir de cocaïne. C'est un produit parallèle qu'ils ont souhaité mettre sur le marché à partir du moment où il a été découvert pour ramener des gens qui ne seraient pas intéressés par la cocaïne. Ils ont du coup ciblé ce produit pour une clientèle qui a extrêmement peu de moyens. Nous sommes à la PAL, la première association créée en Martinique pour venir en aide aux toxicomanes. En créole, PAL signifie coup de pouce. L'association accueille jusqu'à 30 personnes par jour. Elle offre des repas chauds, des vêtements propres, un coin douche, mais surtout des moments de vie. Ici, plus de 90% des personnes suivies consomment du crack, la cocaïne du pauvre. À 52 ans, Kelvin est un miraculé. Il a réussi à se sevrer. Mais il lutte chaque jour pour ne pas retomber dans la dépendance. Ça fait 4 ans maintenant que je suis en sortie. Je travaille dans le bâtiment, j'ai pompé de la drogue. Et j'ai dit merci au Seigneur et à l'association. Ça, c'était l'importance. Et plus des gens qui te donnent des conseils pour sortir dans cette poudrie. Et cette poudrie, c'est très dangereux, c'est un fléau pour la société. Il y a encore 10 ans, Kelvin avait un travail, une famille. Le crack l'a détruit. Je vivais partout, dans la rue, dans des vieilles voitures, des ghettos, partout, un petit peu partout. Ce qui me manque là maintenant, c'est ma famille, que j'ai perdu quand j'étais dans la drogue. Ma femme, mes enfants. Et si je parle comme ça, c'est parce que moi, je suis passé 18 ans dedans, je peux dire. C'est pas la meilleure chose qui existe. Nicole Eugénie est accompagnatrice sociale. Depuis toujours, elle sillonne le quartier pour apporter de l'aide aux toxicomanes. Un jour, elle a rencontré 7 hommes, Jazz, 20 ans d'addiction au crack. Je l'ai connu avant l'ouverture de la PAL, ça doit faire 10 ans, 12 ans. Ouais.
Mais ça fait quoi? 10 ans, 12 ans de misère, et puis voilà quoi. Chaque jour, Nicole se rend dans les squats les plus dangereux de l'île. Elle s'enfonce dans la mangrove et à chaque fois, elle s'arrête chez Colibri pour prendre des nouvelles. Cela fait des années qu'elle suit cette femme. Colibri. Oui, bonjour. Qu'est-ce que tu nous fais aujourd'hui? Tu viens pas m'accueillir? Mais c'est pas beau, c'est même pas encore nettoyé. Mais c'est pas ça qu'on veut. C'est te voir toi. Je suis en plein ménage là. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Allons, c'est pas grave. Colibri a bâti de ses mains sa maison, mais cela ne l'empêche pas d'avoir honte d'ouvrir une porte sur son intimité. Nicole essaye de la mettre à l'aise. Je rentre. Moi, j'ai l'habitude de voir, je rentre. Tout ce que vous voyez, en fait, ce sont des planches récupérées de palettes qu'elle a traitées et qu'elle a repeintes. Voilà. Et puis, elle essaie petit à petit de se retrouver. Et puis voilà ce que ça donne. Il y a 15 ans, cette Française a quitté la métropole pour la Martinique, décidée à vivre la belle vie à l'ombre des cocotiers. Mais loin de sa famille et près, beaucoup trop près des dealers, elle a vite sombré. Je fume du crack, du cannabis, puis, mais très peu de cannabis, très peu de cigarettes, hein, mais plutôt du crack. Ça fait longtemps? 14 ans. Et c'est facile de trouver ici en Martinique? Bien sûr, on est dans le milieu. C'est facile puisque bon, c'est tout près, c'est juste à côté. Bon, ben, donc on sait où aller chercher, donc dès qu'on en a besoin, on y va et puis c'est tout. Hein. Un peu plus loin, au milieu des marécages, se trouve la maison de Jazz. Un amas de planches monté à la hâte, histoire d'avoir au moins un toit sur la tête. Elle-même mère de 2 enfants, Nicole est touchée par la misère et la fragilité de ces gens. Vu l'accès difficile, la boue, le type de logement, là c'est vraiment du bricolage. On se rend bien compte que ça ne peut pas être du 4 étoiles et que ce sont des conditions de vie très difficiles. Chaque fois qu'il pleut, même lorsque je ne suis pas en situation professionnelle, je pense à ces personnes parce que le week-end on est sous notre toit. Eux, ils sont en train d'essayer de survivre, de garder le peu qu'ils ont. On essaie de faire quelque chose pour ne pas rester dans la rue, pour ne pas aller pour les... C'est beaucoup pour moi, ça doit regarder cela. Ouais. Eux, ils m'aident beaucoup. Alors, sans eux, je ne sais pas comment je serais... Autant où je consommais de la drogue, je dis par rapport à là maintenant, c'est presque rien. Parce que autant je consomme, aller voir au moins 150 €. À 30 ans, Jazz était un notable martiniquais, un entrepreneur à qui tout réussissait. Il a appris à ses dépens qu'avec le crack, il suffit d'une seule prise pour devenir accro. J'avais une société de gardiennage. Bon, j'étais avec ma femme et puis mes 2 filles. Et puis, bon, je ne sais pas qui s'est mieux pris. Bon, mais une fois, je suis allé dans la mangrove et puis j'ai rencontré 2 bonhommes. Étant donné qu'ils savaient que j'avais des sous à chaque mois. Quoi. Ils m'ont arnaqué. Et puis ensuite, bon, pour aller au travail, je ratais 10 jours, je reprenais. Et puis c'est parti comme ça. Quoi. Jazz a tout perdu, il ne voit plus sa famille et bien sûr, il est ruiné. Ils ont une telle consommation que toute leur économie financière peut y passer. Les personnes qui sont encore en situation de travail, on verra tout leur salaire passer pour l'achat de ce produit. C'est la fumée qui était plus importante que tout le reste, la nourriture, les habits, le logement, moyens de transport, tout est devenu secondaire par rapport au crack. En cas de besoin, ce public ces personnes peuvent devenir violentes, etc. Donc, en fait, ils se rapprochent plus facilement du lieu de consommation parce que dès qu'ils en ressentent le besoin, il faut que le produit soit à proximité. En langage créole, quand ils vous disent « moi, envie prend », c'est que dans les 2 ou 5 minutes qui suivent, il faut qu'ils aient leur produit. « Moi, envie prend », ça veut dire « j'ai besoin de consommer ». Là. À 3 € le caillou, la petite sœur de la cocaïne a fait des milliers d'accros. Au point que la Martinique est aujourd'hui la première région consommatrice de crack en France. La guerre contre les nouvelles routes du narcotrafic ne connaît pas de répit. Nous sommes au centre de tri postal de Fort-de-France. C'est ici qu'arrivent et partent tous les colis de l'île. En tout, plus de 3000 par jour. Retour avec Jeff O'Mary, le chef divisionnaire de la douane. Désormais, plusieurs agents surveillent le contenu des colis, car depuis quelques années, les trafiquants de drogue ont envahi le circuit postal. Les organisations de fraude utilisent tous les vecteurs, ils testent tous les vecteurs, et donc là, les colis postales, il y a beaucoup de produits frauduleux, notamment des stupéfiants, qui passent par ici.
Et donc on est là aussi pour arrêter ce genre de trafic, pour effectivement éviter que les gens utilisent ce moyen pour je dirais, s'approvisionner en produits stupéfiants ou pour revendre des produits stupéfiants. Mais la tâche est énorme, seulement un colis sur 10 peut être intercepté et passé au peigne fin. Alors pour mettre toutes les chances de leur côté, certains ont leur méthode personnelle. J'essaie de renifler pour voir parce que bon, à la longue on arrive à détecter quand même. D'autres optent pour des méthodes plus pointues. C'est un appareil à rayon X qui nous sert notamment donc, à contrôler beaucoup plus rapidement les colis, donc pour voir déjà ce qu'il y a dedans. Et dès lors qu'on a un soupçon, on ouvre le colis pour pouvoir s'assurer de ce qui est dedans s'il n'y a pas des produits stupéfiants. L'agent des douanes a vu une masse suspecte, et donc on va voir de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un objet licite ou est-ce que c'est des produits de la drogue? Donc on va essayer, en l'ouvrant, de vérifier de quoi il s'agit. Au milieu de livres pour enfants, emballés dans un simple survêtement, plusieurs pains de résine de cannabis. Le colis provient de la région parisienne, comme souvent ici. Il y a des petites quantités très régulièrement, des quantités significatives tout de même, puisqu'on peut atteindre 1 à 2 kilos très aisément sur un colis, mais il y en a, je dirais, très régulièrement. Ne soyez pas surpris, s'il y a autant de cannabis venu de métropole, c'est que cette drogue sert désormais ici de monnaie d'échange contre la cocaïne. Depuis quelques mois, on observe un phénomène de troc, c'est-à-dire que des trafiquants qui veulent acheter de la cocaïne, parfois, proposent d'en payer une partie directement en cannabis. Ce qui nous a surpris, c'est la valeur qui était accordée à la résine de cannabis. Elle peut être vendue jusqu'au double du prix métropolitain, ce qui met la résine à un prix qu'elle n'a jamais atteint en Europe. La métropole réclame de la cocaïne, la Martinique, elle, est friande de cannabis. Entre Paris et Fort-de-France, les routes de la drogue sont à double sens. Autre trafic en Martinique, celui des animaux exotiques. Au fil des années, la richesse de la faune et de la flore martiniquaise ont largement été pillées. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, certains Martiniquais n'hésitent plus à aller faire leur marché chez leurs voisins, la Guyane. Avec plus de 10 000 espèces différentes, la Guyane est un des plus grands réservoirs d'animaux au monde. Elle déchaîne les passions, aussi bien chez les petits collectionneurs que chez les gros trafiquants. Cette route du crime fait des dégâts, principalement chez les oiseaux et les reptiles. Nous sommes avec la police de l'environnement, une unité spéciale formée de plusieurs agents de l'Office de la chasse et de la faune sauvage. Tous sont armés. Leur mission, lutter contre ce trafic d'animaux. D'abord, je pense qu'on en a des pêcheurs là-bas, juste là. Anthony Grolot est à la tête de la brigade nature. Aujourd'hui, un coup de fil inattendu a mis les agents en alerte. C'était quelqu'un qui vend une tortue charbonnière. On va aller voir cette vente illégale. La tortue est une espèce protégée en Martinique. Anthony Grolot tend un piège à une internaute qui a mis en vente sa tortue. Au rendez-vous, il se fait passer pour un acheteur. Bonjour madame. Ah, bah elle est jolie. Surprise, c'est une mère de famille et ses 2 enfants qui se présentent. Vous l'avez eu comment, vous? Une dame qui l'a donnée. Une dame qui vous l'a donnée? D'accord, ok. Et rapidement, Anthony Grolot tombe le masque. On se présente, on est de la police de l'environnement de Martinique. Il se trouve que le commerce de cette espèce est interdit. C'est une espèce qui est protégée. D'accord? Donc en passant une annonce sur Internet pour la vendre, vous avez commis une infraction. Coup de massue pour cette femme qui espérait tirer 200 € de cette vente. Anthony Grolot doit maintenant dresser un procès-verbal. Comment avez-vous eu cette tortue? Sur la route, elle traversait la route, donc c'est arrêté, bon, on l'a ramassée parce qu'elle s'est fait écraser, on l'a prise. Et ma copine qui est à côté de moi, elle a dit comme ton fils aime les animaux, on la donne à ton fils. D'accord. La femme prétend donc qu'elle aurait trouvé l'animal par hasard dans la mangrove. Mais elle a pourtant l'air de s'y connaître en tortue. Comment vous savez qu'elle a 13 ans alors? Parce qu'on a compté les... D'accord, les écailles. La femme s'obstine à faire croire aux agents qu'elle ignorait tout de cette vente interdite. Comment? Je tombe des nus. Mon fils est très intéressé par les animaux, mais c'est vrai que... Donc, je ne suis pas une bandit. J'espère qu'on me considère pas comme une bandit.
Voilà. À partir du moment où vous passez une annonce pour la vendre, là vous faites du commerce avec des espèces protégées, et là on démarre un trafic, comprenez, c'est ça nous qui nous pose problème. Ce qui pose réellement problème aux agents, c'est que non seulement cette femme a tenté de vendre sa tortue en ligne, mais que cette tortue provient en plus de la Guyane voisine. L'importer en Martinique, c'est risquer de faire disparaître l'espèce. Eric Hansen a été le premier à tirer la sonnette d'alarme. C'est l'un des plus grands spécialistes de la faune et de la flore d'outre-mer. Les tortues que l'on sort d'un territoire, comme le territoire de la Guyane, les tortues vivent dans un milieu, dans un écosystème bien particulier. On va la mettre dans un autre écosystème. On n'est pas du tout certain déjà qu'elle va survivre, qu'elle va s'adapter à ce nouveau milieu. À chaque fois que l'homme a introduit une espèce dans la nature, ça a toujours été une catastrophe. Autrement dit, la passion française pour les nouveaux animaux de compagnie condamne certaines espèces à une mort certaine. La tortue exotique est de loin le reptile le plus convoité. Elle se négocie sur Internet entre 150 et 300 €, même si ce trafic est un crime. Pour éviter le pillage de la Guyane, on a protégé cette tortue sur tout le territoire national. Son transport, son commerce, sa capture est interdite et son élevage, bien sûr. Et c'est vrai qu'Internet est actuellement le moyen le plus facile pour mettre en vente ces espèces. Au revoir. Allez. Relâchée, cette trafiquante du dimanche s'acquitte d'une amende de 150 €. Quant à la tortue, elle sera réacheminée sur sa terre natale, en Guyane. Comme cette femme, beaucoup de Martiniquais sont tentés de faire du trafic d'espèces protégées pour arrondir leur fin de mois. Pour les en dissuader, la brigade nature multiplie les contrôles surprises. Bonjour madame, police de l'environnement de Martinique. On a voulu voir la responsable ou le responsable de l'établissement, s'il vous plaît. On vient faire un petit contrôle de votre établissement. Oui. D'accord. Donc on va recenser tout ce que vous avez comme animaux. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc Apparemment, la patronne n'a pas l'air très heureuse de cette visite surprise dans son animalerie. C'est bon. On aura besoin d'un animalier pour qui nous donne les noms des espèces. Rendez-vous dans ces cas-là, non, vous pensez pas ou Non, c'est un contrôle inopiné. Je peux me libérer une petite heure de temps. Moi, je vais m'occuper de la partie administrative, donc je vais avoir besoin de consulter votre registre d'entrée et sortie d'animaux. Non, ça je ne le fais pas, ça il faut pas rêver. Vous n'avez pas de registre? Non, d'accord. Absolument pas. Je me suis toujours proposé à le faire. Étrange, la directrice ne tient pas de registre. Il est donc impossible de vérifier quel type d'animaux sont vendus ici tous les jours. Je ne peux pas aujourd'hui, quand je vends une perruche, un mandarin ou un lapin nain, dire au client votre adresse, votre numéro de téléphone. Vous mélangez tout là. Non, je mélange rien du tout. Si, là, vous êtes complètement à côté. Alertés par l'agressivité de la responsable, les agents de la police de l'environnement vont contrôler de fond en comble le magasin. Bon, eh ben... En Martinique, comme partout en France, les animaleries doivent demander des agréments pour chacune des espèces qu'elles proposent à la vente. Les policiers vérifient qu'aucune espèce protégée ne se cache dans les rayons. Bilan du contrôle. Rien de particulier. Quelques perruches, ça va, mais rien de bien méchant. A priori, cette animalerie n'a donc rien à se reprocher. Mais pour en avoir le cœur net, nous sommes revenus dans cette même animalerie un peu plus tard en caméra cachée en nous faisant passer pour un couple amateur de tortues exotiques. Bonjour. On voulait se voir si vous aviez des tortues pour mettre dans le jardin. Les petites tortues? Ça fait 9 ou 10 ans que c'est interdit à la vente. Apparemment, la vendeuse est en règle, mais en insistant un peu... Vous cherchez comme petite, une grosse? Bah en fait, on aimerait bien avoir une petite tortue comme ça, à peu près, ouais. Pour notre petite, elle adore les tortues, alors je pensais que vous pouvez en trouver. La vendeuse nous indique finalement quelqu'un qui pourrait nous proposer la tortue que nous cherchons. C'est une grosse, elle fait combien? Je sais pas, mais je sais qu'elle a assez grosse, elle vaut 250 €. Finalement, c'est même la responsable de rayon qui négocie pour nous le prix de la tortue. Vous êtes prêt à prendre pour combien? Ça dépend, alors elle est grosse comment vous avez dit, c'est un peu plus de... ça. Attends. 150, ça va, non? 150, c'est bon? D'accord, bah je donne tes coordonnées. C'est quoi, c'est une tortue molokai? Oui, c'est une molokai. Une tortue molokai, l'une des 16 espèces de tortues protégées en Guyane, et qui n'a donc rien à faire ici en Martinique. Les vendeuses vont même nous dire où nous pouvons les capturer facilement. Dans les lits des rivières, dans les cours d'eau,
Des fois, cet esprit, il y en a aussi. De demander à des gens, des fois, on trouve. Mais il faut vraiment... Quand vous allez faire vos balades, demandez aux gens de l'entourage pour vous. Et les deux vendeuses vont même nous donner un étrange conseil. Voilà. Par contre, au barrage de la Manzo, n'y allez pas parce que là, ils sont... Il y a un monsieur une fois qui a réussi à prendre un, il a eu de justesse parce que sinon, il y a la police qui passe à côté et qui met la main. Ah Donc oui. là, il faut prendre vraiment discrètement. Donc. Je ne sais pas si elle reste encore. C'est vraiment protégé, cette bête. Quelques minutes auront pourtant suffi pour se procurer ces tortues interdites à la vente. C'est vraiment des commandes qui sont faites par des gens qui sont prêts à envoyer des trafiquants qui font des voyages exprès pour aller dans les pays riches en tortues par exemple. Les collectionneurs sont prêts à mettre des fortunes pour pouvoir en avoir chez eux. Avec un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros par an, le trafic d'animaux est le 3e commerce illégal au monde, juste après le trafic de drogue. Retour avec les agents de l'Ocertis. Il y a quelques jours, un groupe de criminels martiniquais aurait réussi à établir un contact direct avec les cartels d'Amérique du Sud. Ils veulent devenir les référents des Colombiens pour le convoyage de la drogue en Europe. On va partir en repérage par rapport à un renseignement qu'on a eu concernant une arrivée possible de cocaïne. C'est la marchandise qui arriverait par bateau et qui serait débarquée pendant la nuit. L'équipe de Paul est en alerte et pour cause. Le renseignement qu'on a fait état de plusieurs dizaines de kilos de cocaïne. Déguisés en simples touristes, les agents approchent de la cible. Il faut qu'on puisse se fondre dans le paysage. On a prévu plusieurs tenues de rechange au cas où, le maillot de bain, la serviette de plage. Il faut s'adapter. Pour ne pas éveiller les soupçons, nous suivons les agents en caméra cachée. Vu qu'on sait où est localisé l'appontement, on va voir un petit peu où est-ce qu'on pouvait se placer pour surveiller, mettre en place un dispositif d'interpellation si effectivement le débarquement a lieu. Une petite crique isolée, quelques bateaux de plaisance amarrés au milieu de barques de pêcheurs, le lieu idéal pour débarquer à l'abri des regards. Pour fignoler leur repérage et anticiper les possibles voies de fuite des trafiquants, les agents de l'Ocertis partent en mer, escortés par les gendarmes. Et très vite, ils repèrent un ponton. Il y a une résidence qui est là. Si, c'est ça, c'est celui-là. Celui-là, ouais. Le ponton qui nous intéresse, c'est l'endroit où la yole devrait arriver pour débarquer la marchandise. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a un juste au-dessus qui permet de chauffer l'arrivée. Chauffer, en jargon, signifie surveiller. Si elle débarque ailleurs, c'est qu'on a été décelé ou qu'il y a eu un problème, quoi. Si ça peut se faire ce soir, ça se présente bien. « 22h. Les agents de l'Ocertis ont investi une chambre d'hôtel. Ils vont y planquer toute la nuit. La chambre donne sur le ponton où les narcotrafiquants sud-américains sont censés débarquer leur cargaison de cocaïne. La tension est palpable, un seul mouvement suspect et l'opération peut capoter. Tous les agents du groupe sont habilités à mener des actions de force. En clair, ils peuvent utiliser des armes de guerre, AK-47, cagoule, gilet pare-balles. Ce soir, ils savent que l'adversaire est de taille. Face à nous, on a quand même des gens qui transportent plusieurs dizaines de milliers d'euros de marchandises et qui seraient prêts à faire pas mal de choses pour la conserver. Les surveillances en matière de stupéfiants sont extrêmement sensibles. C'est peut-être la partie la plus sensible de nos opérations, dans la mesure où d'abord elle peut tout faire échouer, les gens qui trafiquent sont aux aguets et ils s'attendent à faire l'objet d'investigations. Donc il faut qu'on soit particulièrement discret. Pour coincer les trafiquants, les agents utilisent des lunettes à vision nocturne qui permettront de détecter et d'identifier le bateau à une distance de 300 mètres. Les agents ont placé une caméra sur la terrasse. Ils peuvent la piloter depuis l'intérieur de la chambre. Toute l'opération se déroule en silence, dans le noir total. Pour l'instant, aucun mouvement suspect. Le chef de l'antenne Caraïbe de l'Ocertis, Frédéric Ménard, participe à l'opération. C'est lui qui donnera le signal de l'assaut. Il y aura quand même un effet de surprise parce que le temps que les mecs ils réalisent ce qui se passe, s'ils ont les colis dans les bras, on a quelques secondes, je dirais, pour se positionner et puis avancer sur eux, quoi.
Et puis effectivement, les règles de légitime défense, comme d'habitude, en fonction de la situation. Mais comme d'habitude. À 23h, surprise, la tête du réseau martiniquais fait son apparition derrière la résidence. Alors pour la 3e ou 4e fois, il a fait son petit tour et est rentré à nouveau chez lui. Bien reçu. Lui aussi guette l'arrivée des trafiquants sud-américains. Il est chargé de surveiller que la voie est libre avant de donner le feu vert à la Yole pour débarquer. Les agents de l'Ocertis redoublent d'attention. Une petite montée d'adrénaline. Mais les minutes passent et le bateau n'arrive pas. Ça commence à traîner un petit peu. On sait qu'on est là jusqu'au bout de la nuit. Les agents de l'Ocertis passent toute la nuit en planque, en vain. Une nuit blanche pour chou blanc, ouais. Une nuit d'attente malheureusement en vain, mais ça fait partie des contraintes de ce genre d'opération. C'est ça les aléas du métier, c'est que c'est pas une science exacte. On a rarement la certitude absolue que ça va bien être livré. Les trafiquants, ils sont quand même pas organisés comme la NASA. Eux aussi, ils ont tout un tas d'impératifs qui tiennent à leurs hommes de main, qui tiennent à leur capacité de stockage, qui tiennent à leurs finances, à l'instant T. Donc nous, on est dépendants de cette désorganisation des trafiquants. Les trafiquants ont-ils changé de tactique ou de route ? À cet instant, les enquêteurs ne peuvent pas le savoir. Chez nous, on dit qu'il faut 10 affaires démarrer pour en réussir une. C'est pas parce qu'on les rate, les 9 autres. C'est parce que les trafiquants n'arrivent pas à trafiquer les 9 autres. Plus tard dans la matinée, l'opération connaît un nouveau rebondissement. Suspicieux, les Sud-Américains ont préféré changer de route et passer le relais aux Martiniquais en pleine mer. Les agents de l'Ocertis l'ont su et ont appelé le Ventose en renfort, le même bateau qui a saisi les 4,3 tonnes de cocaïne. À 11h, la frégate et un hélicoptère de la marine repèrent les narcotrafiquants qui tentent de se débarrasser de leur cargaison. Voyant l'hélicoptère, l'un des bateaux s'est délesté de 3 ballots en mer. L'équipage du Panthère est parvenu à récupérer 2 des 3 ballots. Les bateaux transportaient plus de 73 kilos de cocaïne. Une belle prise pour l'Ocertis. Alors c'est pas nécessairement de grosses quantités, puisqu'on est habitué à voir des quantités plus importantes ici. Pour autant, 73 kg de cocaïne, c'est toujours 73 kg qui ne passeront pas ensuite sur les marchés, le marché européen peut-être. 73 kilos de cocaïne, ce sont plus de 5 millions d'euros de bénéfices à la revente en métropole. À présent, la cocaïne doit être analysée, les pains photographiés, car cette saisie sera décisive pour prouver l'existence de la filière, son importance et ses méthodes. Ensuite, les agents de l'Ocertis doivent rapidement détruire la cocaïne. Une dernière étape risquée car la drogue est convoyée jusqu'à l'incinérateur de la ville. Des agents armés surveillent toute la procédure. On part une fois qu'on a constaté que la marchandise n'était plus accessible. Donc c'est un four, c'est plus de 1000 degrés je crois, c'est ça messieurs? Voilà, il y a plus de 1000 degrés donc, qui détruit la marchandise. Donc il n'y a aucune chance que... C'est important pour vous de bien vérifier que ce soit fait? Forcément, si c'est pour retrouver la marchandise dans 2 jours dans la rue, c'est pas le but. En 2011, les saisies de cocaïne ont explosé en France, de 5 tonnes à plus de 8 tonnes. Des prises records qui montrent que la guerre entre les trafiquants et l'État français a atteint un nouveau pic de violence et qui prouvent aussi que les cartels de la drogue poursuivent leur expansion. Un trafiquant, c'est d'abord un commerçant. Par contre, c'est un commerçant qui respecte rien. Il respecte ni ses partenaires, donc ni ses fournisseurs, ni ses clients. Il respecte évidemment pas les lois, il respecte que son profit. C'est vraiment des gens pour qui le dieu argent a été élevé à un niveau que personne d'autre ne connaît, je pense. Après les armes, la drogue est le 2e trafic le plus lucratif au monde. Dans les Caraïbes, la Martinique est une île fragile, aux frontières toujours plus perméables, une île assaillie par les truands en tout genre, mais aussi une île qui est au cœur de la lutte contre les trafics et qui se bat chaque jour pour ne pas devenir un carrefour du crime.